Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui j'ai la chance de recevoir à nouveau Maureen Nathalie. Bonjour Maureen. Bonjour. Alors Maureen, vous étiez intervenue l'an dernier pour nous présenter la série True Blood on était dans le sud des États-Unis, on parlait de vampires, on va voir aujourd'hui, on va partir dans une ère géographique totalement différente pour une histoire qui va être aussi totalement différente, mais ça je ne vais pas spoiler tout de suite. Je vais en priorité vous représenter. Alors Maureen, vous êtes professeure agrégée d'histoire et docteur en histoire et anthropologie religieuse. Vous êtes postdoctorante à l'université de Fribourg en Suisse où vous participez au programme de recherche sur la compétition religieuse dans l'Antiquité tardive. Vous faites voilà, une partie de vos travaux est donc disponible. Vous pouvez aller sur votre carnet de recherche dont le lien est marqué dans notre site internet à la page de l'émission. Et une partie de vos travaux parle des représentations et des usages de l'histoire dans les productions culturelles contemporaines. Alors aujourd'hui, on va parler de notre sujet totalement différent des vampires dans une ère géographique qui n'est plus le sud des États-Unis. Alors, pour commencer, peut-être, Maureen, vous allez nous dire qu'est-ce que vous allez évoquer avec nous aujourd'hui et peut-être pourquoi ce choix qui peut paraître peut-être totalement différent de l'émission qu'on avait fait sur True Blood. Tout à fait. Alors, effectivement, on va tout à fait changer d'ambiance en termes de chronologie et de géographie, puisque aujourd'hui, je vais vous parler des séries historiques coréennes, qu'on appelle drama, les séries coréennes en général, avec l'insertion de mots anglais venus de l'anglais, comme on entend. Je vais vous parler des séries historiques coréennes en général et surtout de la représentation de l'histoire qu'on peut identifier dans ces séries. Et je vais vous parler d'une série en particulier qui, si on traduit le titre coréen en anglais, s'appelle Six Flying Dragons, donc 6 dragons volants en français, mais qui n'a pas de titre officiel en français puisqu'il n'y a pas de traduction officielle. Et il y a eu une promotion anglophone de cette série, mais sous un autre titre, Roots of the Throne, donc les racines du trône. Donc, si j'ai voulu vous parler de ça, c'est pas du tout mon domaine de compétence à l'origine, à part pour la représentation de l'histoire. C'est parce qu'en fait, il y a quelques mois, j'étais un peu en manque de séries historiques récentes de qualité, anglophones ou francophones, celles que je regarde habituellement, comme plusieurs d'entre nous à écouter, à participer à ce podcast, je pense. Et un peu par hasard, je suis tombée sur des blogs qui parlaient de séries historiques coréennes. Je regardais assez peu de productions culturelles coréennes. J'ai beaucoup regardé de japonaises à une époque, mais je regardais très peu de productions culturelles coréennes. Donc, je me suis lancée dans un premier drama coréen, qui est celui dont je vais vous parler aujourd'hui, et qui m'a absolument séduite, puisque je pense que pour moi, à titre non scientifique, mais purement personnel, c'est la meilleure série que j'ai vue de ma vie. Donc, je vous ai proposé d'en parler parce que je voudrais partager cet enthousiasme avec vous. Voilà pour les raisons. Alors, Maureen, c'est vrai que c'est très intéressant ça parce que les séries coréennes sont à la mode aussi en ce moment. Je pense notamment au gros succès sur Netflix, Squid Games. On va évoquer peut-être cette idée aussi qu'il y a à travers cela la naissance d'un certain soft power. En tout cas, l'idée que de plus en plus on est sur des séries qui vont s'exporter mondialement, même si vous l'avez dit, celle-ci est une série qui est plus confidentielle puisqu'il n'y a pas de traduction en tant que telle en français, par exemple. Donc, on n'est pas à la même échelle que Squid Game, par exemple, mais c'est quand même intéressant. Alors, peut-être revenir en priorité sur qu'est-ce que c'est ces séries coréennes, comment elles fonctionnent, et il y a quand même tout un univers culturel peut-être à décortiquer en priorité pour bien les comprendre. Tout à fait. Alors justement, puisque vous avez parlé cette semaine, on ne peut pas échapper, quels que soient les médias, je pense, que l'on suit, on ne peut pas échapper à des commentaires sur Squid Game, et donc une série diffusée sur Netflix. Ça fait 10 jours, je pense qu'elle est disponible, et qui a le meilleur démarrage de tous les temps de Netflix. Je crois que c'était 117 millions de visionnages ou quelque chose comme ça, sans certitude, mais je crois que c'est quelque chose dans ce goût-là. Et en fait, c'est assez intéressant de mon point de vue parce que du coup,
Là, on en entend parler du soft power coréen à travers les séries dans la presse très généraliste, donc dans les grands quotidiens, dans les grands médias, etc. Mais en fait, y compris dans les médias français, c'est il y a une quinzaine d'années qu'on a vu apparaître les premiers articles, alors qui étaient passés plus inaperçus évidemment, sur ce qu'on appelle la vague Hallyu, c'est-à-dire la vague culturelle coréenne, sur son influence majeure en Asie, mais aussi, et déjà il y a une quinzaine d'années, en Europe et aux Amériques. Donc, si on revient à avant 10 jours et qu'on on demande à quelqu'un qui suit les médias généralistes de manière globale, s'il connaît cette vague, s'il peut citer des productions culturelles coréennes dont il aurait ne serait-ce qu'entendu parler, en général, on pense qu'on aurait plutôt entendu parler de la musique, la K-pop, voire, pour ceux qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, de l'industrie cosmétique, la K-beauty. Mais chronologiquement, c'est avec le succès des séries coréennes, donc des dramas, que la vague Hallyu a été identifiée à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec une diffusion d'abord en Chine et au Vietnam, puis au Japon et en Asie du Sud-Est, et maintenant, on le voit avec Squid Game, encore mieux cette semaine, dans le monde entier. Donc, pour les pays asiatiques, ça a été d'abord une diffusion télévisée, légale, puisque des chaînes étrangères à la Corée ont acheté les droits de diffusion de ces séries. Et puis, on a vu apparaître, au fur et à mesure que ces séries se diffusaient de plus en plus dans le monde, des plateformes de streaming dédiées, d'abord illégales, un peu comme dans le cas des animés, puis légales désormais, puisqu'il y a des sites de streaming disponibles en France qui sont avec des abonnements qui ne cataloguent que des séries asiatiques. Et parmi les dizaines de séries coréennes, les plusieurs dizaines d'ailleurs de séries coréennes qui sont produites chaque année, depuis le début des années 2000, il y a un nombre non négligeable chaque année, au moins 3 ou 4, de séries qui appartiennent au genre historique, qu'en coréen on appelle des sageuk. Alors justement, Maureen, ces sagas, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a des caractéristiques particulières, hein. Elles obéissent à des codes culturels particuliers, hein, coréens. Il faut peut-être les décortiquer en priorité avant de s'attacher à voir vraiment l'histoire de cette série-là. Est-ce que vous pourriez, de façon générale, nous donner quelques clés comme ça pour les comprendre? Alors, il y a plusieurs manières de les classer. Il y a des typologies scientifiques qui commencent à être proposées, mais si on veut présenter les choses simplement, on peut distinguer pour les sageuk depuis les débuts des années 2000 deux sous-genres principaux. Il y a d'abord le sous-genre qu'on appelle faction, donc ce sont des néologismes à partir de syllabes coréennes et de mots anglais. Et le sous-genre faction correspond à des séries qui mettent en scène des événements historiques qui sont avérés, mais qui sont romancés, donc on dirait dramatisés en anglais, notamment à travers l'insertion de personnages fictifs dans l'entourage de personnages historiques, ce qui permet un peu de donner de l'épaisseur aux événements qui touchent personnellement les personnages et qui n'auraient pas été connus, qui n'auraient pas de traces dans les sources. Et puis, une deuxième catégorie, c'est celle qu'on appelle les séries fusion, qui, pour le dire simplement, en fait, sont des récits de fantaisie pour nous, mais qui sont placés dans un contexte historique. Donc, celle que nos auditeurs sont le plus à même de connaître, je pense, c'est Kingdom, qui a été diffusé aussi sur Netflix à partir de 2019 et qui a été aussi un gros succès sur Netflix, critique et en termes de diffusion. Et c'est l'histoire d'une épidémie de zombies qui est placée sous un roi fictif. Le roi n'a pas existé, mais il est situé dans une période historique qui est immédiatement identifiable au premier coup d'œil grâce aux costumes et aux décors. Et justement, une des caractéristiques de ces dramas historiques par rapport aux dramas non historiques, c'est leur coût, puisque à cause de la qualité des décors et des costumes, ça coûte très cher. Et il faut mobiliser pour mettre en route une série énormément d'investisseurs et beaucoup de fonds publics qui sont mobilisés direct et indirect. Et ça, c'est assez intéressant pour notre sujet qui est la présence, la représentation de l'histoire dans un récit historique, l'histoire au sens de science dans un récit historique au sens de production culturelle. C'est qu'il existe en Corée une agence spéciale qui, en anglais, s'appelle la Korea Creative Content Agency, qui supervise la marchandisation de la culture coréenne, c'est sa mission officielle. Et elle joue un rôle important dans beaucoup de domaines, et notamment dans la production et la diffusion des séries historiques. Et elle le fait par des moyens qu'on peut penser traditionnels, c'est-à-dire en soutenant leur promotion et en participant directement au financement. Mais elle participe également de manière indirecte à travers des initiatives qui sont tout à fait originales. En tout cas, je n'en connais pas d'équivalent en Europe,
par exemple en finançant la digitalisation des sources historiques et en créant à partir de cette digitalisation des bases de données qui permettent de faire des recherches thématiques dans les sources coréennes historiques compilées. Et le but de cette digitalisation, c'était pas tellement de faciliter la vie des universitaires, ce qui est en général le cas pour les projets de digitalisation, par exemple en France, mais de faciliter l'écriture des scénarios de séries historiques. Et les chercheurs coréens qui se sont penchés sur ce sujet ont identifié un vrai changement de qualité historique des scénarios de séries suite à ces initiatives de digitalisation. Et pour la série dont on va parler aujourd'hui un peu plus spécialement, qui est donc Six Dragons Volants, là, l'agence gouvernementale en question a directement participé au financement de la série et c'est signalé dans chaque épisode avec un encart à la fin du générique. Donc, vous ne pouvez pas échapper au fait que c'est une production en partie faite sur des fonds publics, ce qui, là aussi, évidemment, encore plus que les productions complètement sur fonds privés, montre bien que derrière, il y a un intérêt de la chose publique en Corée pour la production de ce type de série et pour sa diffusion. Et on voit que ça fait partie d'une stratégie étatique qui est à la fois économique, mais aussi culturelle et véritablement diplomatique. Après ces propos liminaires, Maureen, sur les séries coréennes historiques de façon générale, et puis c'est vrai, vous avez raison de le souligner, hein, cette véritable stratégie, ce soft power justement voulu par le gouvernement coréen lui-même à travers les séries, est-ce qu'on pourrait maintenant rentrer dans le détail peut-être de cette série, hein, Six Dragons Volants, en faisant en priorité, Maureen, le pitch? Oui, alors dans le détail de cette série, donc la série qu'on va appeler Six Dragons Volants par faute de titre officiel. C'est une série en 50 épisodes d'1 heure sans coupure publicitaire, donc ce sont des vrais épisodes d'1 heure, qui a été diffusée en 2015-2016 sur la chaîne de télévision SBS. Et c'était un projet particulier puisque c'était une des commémorations des 25 ans de la chaîne. Donc c'est un projet anniversaire. Ce qui explique en partie son ampleur, puisqu'il a été qualifié par les commentateurs coréens d'hyperproduction, avec un budget de 22 millions d'euros, ce qui est énorme pour une série historique, surtout il y a 5 ans. Et ce coût de production s'explique par, comme je l'ai déjà dit, le coût des décors, des costumes. La durée, 50 épisodes, c'est beaucoup pour une série historique. Le fait qu'il y ait des scènes de bataille, donc qui coûtent assez cher, un casting de stars. Vraiment deux stars, avec notamment dans le rôle titre un des acteurs coréens les plus connus à l'étranger, Yoo Ha-in, qui a été sélectionné, qui a participé à plusieurs films qui ont été sélectionnés à Cannes, pour vous donner un peu une idée de sa position parmi les acteurs coréens. Une bande originale avec des stars coréennes de la chanson dessus, donc vraiment quelque chose de très ambitieux dans tous les domaines. Alors cette série a été créée par un duo de scénaristes, Kim Yong-hyun qui est une femme et Park Sang-hyun qui est un homme. Et c'est un duo de scénaristes qui est à l'origine de 3 dramas historiques et qui ont tous connu un énorme succès, aussi bien auprès du public que des critiques, en Corée comme à l'étranger. Et en fait, ces 3 dramas partagent des caractéristiques très spécifiques, notamment dans le paysage actuel des séries historiques coréennes. Donc comme vous l'avez déjà indiqué, c'est un genre qui est très conventionnel, qui est souvent défini comme ça, qui relève majoritairement du genre de la romance et dont le but principal est de fidéliser un public féminin entre 20 et 35 ans. Il y a des structures qui sont toujours présentes. Par exemple, l'intrigue est toujours fondée sur le fait qu'il y ait 2 couples, un couple principal et un couple secondaire. Et il y a des passages obligés avec des scènes de confession, très souvent des intrigues qui mènent au travestissement des personnages. Du personnage principal féminin qui doit se transformer en homme pour se cacher en général. Donc, c'est des choses qu'on retrouve très souvent. Et ce qui est intéressant dans ces 3 dramas qui ont été créés par ce même duo de scénaristes, c'est qu'ils ne suppriment pas ces clichés. On retrouve les 2 couples, on retrouve les scènes de confession, le travestissement en partie. Mais ces clichés sont intégrés, mais passent au second plan par rapport à l'intrigue principale qui est très lourdement politique, voire philosophique. Et c'est cette hybridation des genres qui a séduit un public très large, puisque pour ces dramas, les indicateurs de mesure de l'audimat coréen ont donné en général un public équivalent de 50% de spectateurs féminins et 50% de masculins, ce qui est la marque d'un énorme succès critique et public en Corée pour ce genre de série. Donc, si j'essaye de vous présenter rapidement les 3 séries avant de parler de la 3e, parce qu'en fait, elles partagent des caractéristiques, mais surtout, elles partagent le même monde fictionnel
ou historiques, justement, on va voir. Le premier, dans l'ordre de diffusion, s'appelle La Reine Sondeok. Il a été diffusé en 2009 sur MBC, une autre chaîne, et il raconte l'accession au pouvoir et le règne de la reine éponyme, qui a vraiment régné dans le royaume de Sheila au 7e siècle, et ça a été la première femme à régner en son nom propre dans un royaume coréen. Donc à la fin de ce qui est pour nous l'Antiquité tardive et le début du Moyen-Âge. Et ce premier drama a eu une influence durable, puisque les personnages historiques qui sont mis en scène dans ce drama, et de manière intéressante, ceux qui ont les rôles secondaires et pas les rôles titres, sont devenus des icônes en Corée. L'acteur et l'actrice secondaires sont devenus des stars, et les schémas narratifs qui sont apparus dans cette série ont été très souvent copiés par la suite. Parce qu'ils ont été considérés comme vraiment des garants d'un succès d'audience important. Sur la base de cet énorme succès à quel point que la série, pendant sa diffusion, a été prolongée de presque 20 épisodes pour capitaliser sur le succès par rapport au temps de diffusion initial. Donc vraiment quelque chose de colossal. 2 ans après, les mêmes scénaristes ont produit une autre série qui en français s'appelle L'Arbre aux racines profondes, qui a été diffusée sur SBS en 2011. Et là, c'est un sujet assez original, en tout cas pour une série historique. C'est l'événement historique considéré comme le plus important de l'histoire de la Corée, l'invention de l'alphabet coréen par le roi Sejong le Grand dans la première moitié du XVe siècle. Alors pour situer pour vos auditeurs, l'alphabet coréen, c'est le seul alphabet en usage actuellement qui n'est pas dérivé de l'alphabet phénicien. C'est une création ad hoc, absolument originale, et c'est considéré comme l'événement le plus important de leur histoire par les Coréens. Et ce qui est intéressant, c'est que la série raconte cette histoire, mais pas de manière directe, c'est à travers l'adaptation d'un roman historique qui raconte cet épisode de l'histoire coréenne, où l'histoire de l'invention de l'alphabet est liée à une enquête criminelle, puisque la série commence comme une enquête criminelle, en fait. Et enfin, et là, la chronologie se complique un petit peu, la série dont on va parler, la 3e produite par ces 2 scénaristes, et pour le moment, il n'y en a que 3, qui s'appelle donc 6 dragons volants, c'est la préquelle du précédent. On est avant l'invention de l'alphabet coréen, et la série nous rapporte la vie et l'ascension au pouvoir du père du roi Sejong le Grand, qui lui est le roi Taejong, et qui a été le principal artisan de la refondation du pays sous le nom de Chosun. Et la dynastie fondée par ces souverains, on va voir un peu dans le détail, c'est la dynastie Yi, et elle a perduré en Corée jusqu'à l'abolition de facto de la monarchie au début du XXe siècle. Donc une dynastie qui a été vraiment très durable dans le temps. Avant d'aller plus loin, de parler véritablement d'histoire en tant que telle, j'aimerais qu'on revienne sur le format des séries. Vous l'avez évoqué, hein, ce sont des séries qui durent relativement longtemps, chaque épisode. On est quasiment sur 1 heure. Mais l'organisation en tant que telle, hein, vous avez évoqué 3 dramas différents. Il n'y a pas de saison, par exemple. Comment ça fonctionne? On n'est pas du tout sur le format habituel que l'on connaît en Occident, avec des saisons, des épisodes comme ça. Ça ne fonctionne pas du tout pareil, Maureen. Expliquez-nous. Alors, pas du tout, à part pour quelques cas, en fait, je n'en connais qu'une de série qui fonctionne en saison parce qu'elle est volontairement, elle cherche à imiter les codes des séries américaines pour des raisons de promotion particulières. Mais le découpage en saison n'existe quasiment pas. Et en fait, c'est au-delà du simple découpage de la diffusion. En fait, c'est le cas dans la production, puisque dans l'immense majorité des cas, la totalité des épisodes sont tournés, produits en une seule fois. Et ils sont diffusés, donc sans coupure publicitaire, on l'a dit, à raison de 2 épisodes par semaine. Et la diffusion commence souvent avant la fin de la production. Donc, quand le premier épisode, les 2 premiers sont diffusés, pour les séries longues, il est fréquent que la série soit encore en train d'être tournée. On n'est même pas à la post-production. Et en fait, ça a des conséquences directes sur la conception de la série. Alors, des ajustements sont parfois faits en réaction avec la critique, puisque je vous ai dit par exemple que pour La Reine Sondeok, la série a eu tellement de succès qu'elle a été prolongée alors que sa diffusion avait déjà commencé. Suite au succès des premiers épisodes, elle a été prolongée. Donc, il peut y avoir de nouvelles prises de vue, des remontages pour modifier une intrigue qui est mal perçue, on va en parler après, pour faire disparaître un acteur qui est tombé en disgrâce, ça arrive beaucoup en Corée. On peut allonger donc la durée initiale prévue suite à un succès d'audience, mais même si ces choses arrivent,
L'intégralité du récit a de toute façon été élaborée en amont par les créateurs ou les créatrices. Et la plupart du temps, ça donne des œuvres avec une énorme cohérence interne. On a beaucoup moins de cas où la série change de direction au milieu de la série, où les auteurs ne savaient pas combien de saisons ils allaient faire, comme c'est souvent le cas aux États-Unis par exemple, et où donc on voit qu'ils ont eu du mal à redémarrer alors qu'ils pensaient avoir fini leur histoire. C'est pas la peine de citer des exemples, je pense que tout le monde en a en tête. Alors que dans les séries coréennes, on a une ligne directrice claire. Et pour celle dont je voulais vous parler aujourd'hui, Six Dragons Volants, on a dans cette ligne directrice une vision de l'histoire qui est clairement pensée en amont et qui est développée dans la série. Ça donne des séries très fluides, avec un rythme très effréné. Six Dragons Volants, c'est le rythme le plus effréné que j'ai jamais vu dans une série, où on pense que ça ne peut pas aller plus vite, et en fait si. Et on a un discours historiographique qui est original et qui concerne aussi bien l'interprétation des événements portés à l'écran que de manière plus générale les relations entre fiction et histoire. C'est ce rapport à l'histoire que je voulais maintenant voir avec vous, Maureen, parce que c'est très intéressant là-dessus. Peut-être on va essayer de l'aborder à différentes échelles, parce que je crois qu'il y a là des différences majeures selon les publics qui vont regarder cette série-là, que ce soit à l'échelle locale, bien sûr, coréenne, jusqu'à l'échelle mondiale, et en particulier celle des pays occidentaux. Alors peut-être commencer par nous dire, à l'échelle locale, qu'est-ce qu'on peut dire sur la façon dont on représente l'histoire et dont on l'aperçoit parmi les téléspectateurs coréens. Tout à fait, parce que on comprend très bien que quand on regarde une série historique, on n'a pas la même réception selon qu'on est déjà un petit peu familier des événements qui sont rapportés ou selon qu'ils sont tout à fait originaux, inédits pour nous et qu'on n'en avait jamais entendu parler. Donc évidemment, ça donne des réceptions assez segmentées. Alors pour commencer par le public coréen, ce qu'il faut noter et qui est peut-être peut paraître un peu surprenant pour nous, c'est qu'il est très réactif sur les questions de représentation de l'histoire. Et on a déjà mentionné que la réception critique pouvait influencer le contenu de la série, voire sa structure, voire son destin. Et il y a un exemple assez récent qui est tout à fait significatif à cet égard, puisque en mars de cette année, en mars 2021, une nouvelle série a été diffusée en Corée qui s'appelle Chosun Exorcist, donc l'exorciste de la période Chosun. Et c'est un saga du style fusion, donc c'est un récit de fantasy. Et l'idée, c'est que le roi Taejong, donc celui dont on va suivre l'histoire dans Six Dragons Volants, est présenté comme un meurtrier allié avec des démons. Et il y a notamment des scènes dans lesquelles il commet des massacres sur sa propre population, etc., avec ses fils notamment. Et après la première semaine de diffusion, donc les 2 premiers épisodes, un torrent de critiques s'est déversé sur tous les gens qui étaient liés de près ou de loin à cette série, donc la chaîne qui diffuse, tous les gens qui sont impliqués dans la production, les acteurs, etc., qui ont été pris à partie de toutes les manières possibles. L'association des descendants de la famille royale coréenne est montée au créneau pour dénoncer l'inexactitude historique que constitue le fait de représenter un personnage majeur de l'histoire coréenne, donc le roi Taejong, comme un criminel. Des plaintes officielles, c'est pas uniquement, si vous voulez, une émotion sur les réseaux sociaux ou dans les médias, des plaintes ont été déposées auprès du gouvernement coréen, ce qui a entraîné de manière, en quelques jours, le retrait des annonceurs et donc l'annulation de la série au bout de la première semaine. Donc on voit que le public est très réactif et je vous ai dit que la première cause de cette émotion avait été le fait qu'on représente de manière inexacte, il a été question d'inexactitude historique dans les critiques, un personnage historique, un roi coréen comme un meurtrier ayant commis des massacres de sa propre population, ce qui n'était pas vrai. Mais il y a aussi d'autres critiques qui ont porté sur la représentation des relations sino-coréennes, donc avec la Chine, dans la série, qui est un sujet récurrent de critique dans les séries coréennes, parce que c'est un sujet particulièrement sensible dans le contexte diplomatique actuel. Et en effet, les séries historiques et leur réception, elles illustrent dans la culture populaire la confrontation entre les récits historiques nationaux concurrents des pays d'Asie de l'Est, principalement le Japon, la Corée et la Chine. Et à l'échelle, vous commencez à l'évoquer de l'Asie de l'Est, véritablement, vous le dites, on est dans des séries qu'on connaît peut-être un peu moins bien que celles du Japon, par exemple maintenant. Justement, comment se passe cette
je ne sais pas si on peut parler d'opposition, en tout cas de cette confrontation peut-être culturelle entre séries coréennes, japonaises, voire chinoises, par exemple. Alors justement, c'est assez intéressant et c'est assez inattendu en fait au premier abord de notre point de vue. Parce que, évidemment, dû à l'histoire de la région, dans les séries historiques coréennes, les voisins japonais et chinois ont souvent des rôles d'antagonistes. Il est fréquemment question d'invasion, de guerre qui impliquent différentes dynasties, différents groupes ethniques chinois, japonais, d'autres pays aussi, Jurchen, la Mandchourie, etc. Cependant, les séries coréennes sont très populaires au Japon et en Chine. Et cette popularité a suscité un peu l'intérêt des chercheurs qui ont mené des études de réception sur l'impact des séries coréennes sur le public, notamment japonais et chinois. Et ces études ont montré que le visionnage des séries coréennes suscitait sur les téléspectateurs chinois et japonais un sentiment d'appartenance commune, puisqu'ils y reconnaissent des valeurs associées au confucianisme, notamment l'importance des relations interpersonnelles, des rituels, de l'harmonie. Et le fait que les séries mettent en scène, en fait, plus que l'histoire coréenne, une histoire transnationale où les destins de ces différents peuples apparaissent entrecroisés, a en fait contribué énormément au succès des séries coréennes au Japon et en Corée. Alors, par exemple, dans Style Dragon Volant, l'intrigue est liée aux relations avec les pirates japonais, donc qui capturent des Coréens pour les vendre en tant qu'esclaves. Donc, ils n'ont pas le beau rôle. En fait, dans Style Dragon Volant, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est des Coréens qui se font passer pour des pirates japonais. Mais il y a l'idée que le fait de capturer des Coréens et de les vendre en esclavage, c'est quelque chose que font les pirates japonais. Il y a parmi les ennemis, ceux qui sont de temps en temps ennemis, de temps en temps alliés, les Jurchen, donc qui sont un peuple de Mandchourie. La série commence avec le récit des exactions qui ont été commises par les turbans rouges chinois, et notamment la manière dont ils sont responsables de massacres, de morts d'enfants, etc. Il est question des relations avec la dynastie Yuan, donc les Mongols, depuis des relations avec la dynastie Ming en Chine. Et le troisième empereur Ming, Zhuge, y apparaît dans la série initialement comme un ennemi caricatural et sanguinaire, avant de se révéler un allié du personnage principal. Donc on voit, juste à travers cette petite énumération, comment les destins des peuples sont vraiment entrecroisés, et même s'ils peuvent apparaître, les Chinois et les Japonais, comme des ennemis, pourquoi est-ce qu'il y a une identification qui se fait à travers le visionnage de cette série? Et les mêmes enquêtes d'opinion, de réception, ont montré que le succès des séries coréennes a changé l'image des Coréens au Japon, qui, avant la vague Hallyu, étaient perçus de manière majoritairement négative et qui sont désormais perçus de manière beaucoup plus positive. On trouve notamment des Japonais qui disent qu'ils admirent qu'en Corée, d'après eux, à travers ce qu'ils voient dans les séries, le confucianisme s'est beaucoup mieux maintenu en Corée qu'au Japon, et ils trouvent que c'est quelque chose d'admirable puisque ça contribue à, disent-ils, l'harmonie de la société, etc. Donc, peu importe de savoir si c'est vrai, c'est pas le sujet. Ce qui nous importe, c'est que ces séries historiques ont changé de manière absolument indéniable l'image des Coréens au Japon. Et donc que ça a modifié le rapport de force du contexte post-colonial, puisque les Japons ont colonisé la Corée au XXe siècle. Les publics chinois et japonais s'identifient à des personnages qui ont été victimes de leurs ancêtres et en viennent à se documenter sur l'histoire dans le contexte des controverses historiques interétatiques. Donc, ils en viennent à apprendre et à se documenter sur des exactions dans lesquelles leurs ancêtres ont été impliqués et que peut-être ils n'avaient pas apprises sous cet angle dans leur cours d'histoire, dans leur formation initiale. Évidemment, ça provoque des raidissements ponctuels. D'abord parce que les séries coréennes font de la concurrence économique aux séries locales, et aussi parce que le fait qu'elles donnent à voir un autre point de vue sur des événements historiques partagés ne plaît pas toujours aux différents gouvernements. Et entre 2012 et 2016, successivement, les gouvernements taïwanais, japonais et chinois ont pris des mesures de limitation de la durée des diffusions de dramas coréens à la télévision. Donc, on a eu des retours de bâton ponctuels
qui sont dus, je dis, à des questions économiques, mais cela n'a pas entamé durablement l'attrait sur les populations. Même lorsqu'il y a des émotions, lorsque dans une série ou une autre, il y a sur les réseaux sociaux des téléspectateurs chinois ou japonais qui s'émeuvent de la manière dont ponctuellement leurs ancêtres sont représentés dans une série, ça n'entame pas l'intérêt pour les séries historiques de manière générale. Et là encore, on voit à quel point les séries historiques sont un instrument de la diplomatie culturelle coréenne. On le voit, on le disait à l'introduction, Maureen, aujourd'hui, hein, à travers le succès planétaire de Squid Games. Qu'est-ce qu'il en est justement par rapport vraiment aux séries historiques à l'échelle mondiale? Comment est-ce qu'elles sont reçues? Alors bien sûr par nous occidentaux, mais peut-être pas que. Est-ce qu'il y a là aussi un véritable soft power coréen qui est voulu par le gouvernement pour une diffusion de la culture coréenne à l'échelle mondiale? Alors, c'est plus récent, mais c'est tout à fait avéré. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose du tout de secret hein, que l'Agence pour le développement de la culture coréenne vise de plus en plus désormais l'Europe et les Amériques, l'Amérique du Nord, mais aussi l'Amérique du Sud. Et du coup, là aussi, c'est intéressant pour la question de la réception de l'histoire, puisque majoritairement, les téléspectatrices et les téléspectateurs de pays occidentaux, dits occidentaux, aux États-Unis ou en France par exemple, sont peu familiers de l'histoire de l'Asie pré-moderne. Et je pense que les auditeurs et les auditrices sont tout à fait au courant, mais ces périodes de l'histoire sont quasi absentes des programmes d'histoire obligatoires dans l'enseignement obligatoire. Donc, à part si les téléspectateurs et téléspectatrices ont une connaissance personnelle de l'histoire de l'Asie pré-moderne, s'ils voient une série coréenne, la plupart du temps, c'est pour eux une première initiation à l'histoire coréenne. Et lorsqu'ils ont particulièrement apprécié une série, ils sont souvent désireux d'en apprendre davantage sur les événements historiques qui ont été mis en scène. On connaît ce phénomène, même en Europe et aux États-Unis, pour les séries de fantasy qui sont dites historiques, on voit fleurir tout d'un coup des milliers d'articles dans la presse et dans les blogs sur quels sont les vrais événements auxquels cette œuvre fait allusion. Donc là, comme on est dans des séries véritablement historiques, c'est d'autant plus prégnant. Et on a vu apparaître des blogs, donc des initiatives personnelles sur Internet, mais aussi des articles de presse, majoritairement en anglais hein, jusqu'à présent, rédigés par des auteurs et surtout des autrices d'origine coréenne, anglophones, pour expliquer à leurs lecteurs et à leurs lectrices ce qui, dans l'intrigue de telle ou telle série populaire, relève de la fiction, relève de l'histoire, ainsi que l'importance de tel ou tel événement représenté à l'écran dans la mémoire coréenne. Et ça a suscité évidemment un débat parmi les universitaires coréens, un débat qu'on retrouve à différentes échelles aussi en France à propos de sujets connexes, puisque certains universitaires se réjouissent de l'intérêt que les séries suscitent pour l'histoire coréenne et se réjouissent du fait qu'elles ont constitué un support de diffusion bien au-delà de ce qu'ils avaient pu envisager, tandis que d'autres redoutent que ces séries ne diffusent des erreurs historiques. Et c'est notamment le cas à propos de deux séries, La Reine Sondeok, dont j'ai déjà parlé, et une autre série dont le schéma narratif est très très proche de La Reine Sondeok, dont on pourrait penser qu'il est quand même très largement inspiré, qui a eu un énorme succès, qui est disponible sur Netflix, qui s'appelle L'Impératrice Ki. Et ces deux séries donc rapportent des événements historiques authentiques, mais dont le détail est très mal connu. Si vous voulez, ce qu'on sait de ces événements pourrait se résumer en 3 phrases. Et les séries, chacune de ces deux séries fait 50 épisodes ou plus. Donc, évidemment, c'est romancé. Et certains universitaires coréens, notamment pour ces deux séries, redoutent que leur succès ne conduise à diffuser des erreurs historiques qui ensuite auraient beaucoup de mal à être combattues, puisqu'on sait que la vision de l'histoire qui est diffusée dans la culture populaire est toujours plus présente à l'esprit de la majorité du public que la vision scientifique de l'histoire. Ces questions de relation finalement de l'histoire et de la fiction, de comment l'histoire est interprétée et parfois déformée, vous l'avez dit, pour des questions de scénario par la fiction, c'est justement très intéressant et très prégnant dans la série Six Dragons Volants, puisque l'interprétation traditionnellement reconnue de certains faits historiques y est quelque peu, on va dire en tout cas, réinterprétée dans cette série-là, Maureen. Tout à fait. Et d'ailleurs, la campagne marketing, on a joué, hein, c'était pas du tout quelque chose d'implicite.
c'est vraiment un scénario qui remet en cause l'interprétation traditionnelle des motivations des personnages historiques. Alors d'abord, pour expliquer cela, il faut commencer par dire que donc, Six Dragons Volants met en scène la période la plus connue de leur histoire par les Coréens, outre le XXe siècle. Donc, ils savent comment l'histoire va finir. Si nous en Europe, on se met à regarder cette série, pour nous, elle aura peut-être en partie un caractère de suspense, mais ce n'est pas le cas pour les Coréens qui regardent la série. Et même, ce ne sera pas tout à fait le cas pour nous, et ça n'a pas été complètement le cas pour moi, par exemple, puisque même si je ne savais pas grand-chose sur cette période historique, lors de la première apparition à l'écran du personnage principal, alors qu'il est encore enfant, puisque très souvent dans les séries historiques coréennes, les 4 premiers épisodes sont consacrés à l'enfance des personnages, c'est le cas dans Six Dragons Volants. Donc le personnage principal apparaît à l'écran encore enfant, et il y a une inscription sur l'écran qui l'identifie d'emblée comme Lee Bang-won, le futur roi Taejong. Donc, on sait, puisqu'il va être roi, que sa quête de pouvoir sera couronnée in fine de succès. Pour donner un équivalent, c'est comme si dans une série historique française, un enfant était identifié comme Napoléon Bonaparte, futur empereur Napoléon Ier. Donc, on sait comment ça va finir. Et plus on avance dans la vie du personnage principal, moins il y a de suspense, puisque les événements sont de mieux en mieux documentés au fur et à mesure qu'il s'approche du pouvoir. Et en fait, cette stratégie n'est pas limitée au personnage principal. Tous les personnages principaux, puisqu'en fait, il y a 6 personnages principaux, et tous les personnages secondaires sont identifiés de la même manière par des légendes inscrites à l'écran. Et c'est intéressant parce que cette identification initiale ressort à la fois du domaine de l'histoire et de celui de la fiction. En effet, comme je l'ai dit au début, Six Dragons Volants est la préquelle d'une autre série. Et la série qui a été diffusée en premier a révélé le sort final de plusieurs des protagonistes de la série, et notamment des protagonistes qui étaient des personnages de fiction. En fait, c'est seul le sort d'une protagoniste sur 6 qui reste incertain jusqu'à la dernière scène de la série, sinon le téléspectateur qui a vu la série précédente et qui connaît l'histoire de la Corée sait comment ça va finir. Du coup, on pourrait dire que la série a une structure tragique, puisqu'on voit des personnages qui font tout pour échapper à leur destin et on sait qu'ils vont échouer. Donc, quand des proches te demandent s'ils finiront par être contraints de s'affronter, on sait que ce sera le cas. Et on sait même qui va l'emporter. Et on sait les conséquences que cela aura. On éprouve donc une empathie pour le dilemme qui est ressenti par les personnages. Donc, c'est intéressant parce que l'objectif de la série est bien de surprendre, elle n'y renonce pas, mais le but n'est pas de surprendre concernant l'issue des événements. Donc, comme l'a souligné l'interprète du rôle principal, Yoo Ha-in, la nouveauté de la série réside dans le fait qu'elle met en scène la jeunesse du roi Taejong pour élucider ce qui est perçu en général comme une contradiction historique. En effet, ce souverain est resté célèbre pour sa cruauté, on verra pourquoi, mais il a mené historiquement des politiques destinées à faire ce que nous on appelle communément améliorer la vie du peuple. Il a libéré des esclaves, parce qu'à l'époque il y avait des castes et des esclaves en Corée. Il a réformé les impôts fonciers. Il a procédé à une réforme partielle de l'hérédité de caste et de la polygamie. Réformes qui ne lui ont pas survécu alors qu'il a exercé un pouvoir très dur, parce qu'elles étaient extrêmement impopulaires auprès de la classe dirigeante. Mais donc, il a cherché à mettre en œuvre des réformes qui ont été destinées à l'amélioration, essentiellement pour des raisons économiques, des conditions de vie de la majorité de la population. Alors, qui est ce personnage, historiquement? Donc, Lee Bang-won, c'est le 5e fils du général Lee Song-hye. Et ce général était réputé pour sa probité morale. Il appartenait à l'élite nobiliaire du royaume qui s'appelait à l'époque Koryo. Dans la série, c'est un personnage énergique, doté d'une intelligence supérieure, un érudit, qui prend très jeune conscience de l'oppression du peuple par un gouvernement corrompu et qui souffre de sa propre impuissance à faire triompher la justice. Et il est lui-même victime personnellement de tortures pendant des années, tortures qui sont représentées à l'écran. Dans la série, il rencontre dès son enfance l'érudit confucéen Jeon Do-jeon, Sam Bong, on l'appelle en général. Les personnages ont plusieurs noms en Corée, c'est commun, ils ont des noms de naissance, etc. Et ce Sam Bong est lui aussi un personnage historique fameux dont le personnage principal, le futur roi, devient le disciple. Et ensemble, ils cherchent à refonder le pays. Donc, dans la série, les personnages principaux réussissent à installer une nouvelle dynastie au pouvoir, mais cette nouvelle dynastie, c'est en fait un nouveau régime. Et une grande partie du temps d'écran est consacrée au débat sur la nature du nouveau régime à mettre en place, avec comme objectif explicite pour Sam Bong, l'érudit confucéen, et
pour le prince qui sera ensuite le roi Lee Bangwon, un objectif explicite qui est le bien-être du peuple. Mais voilà, il y a des dissensions sur les manières de mener à cet objectif placé au-dessus de tous les autres qui est le bien-être du peuple. Puisque Sambong, devenu Premier ministre, élabore une nouvelle constitution sous forme de monarchie parlementaire. Historiquement, cette constitution a été écrite en 1394. Et dans cette constitution, le roi doit être faible et le pays gouverné par des érudits, une classe qu'on appelle Saedebu. Et la probité de ces érudits est censée être garantie par un système d'équilibre des pouvoirs entre les différentes institutions. Mais Lee Bangwon, le personnage principal, le prince et le futur roi, est convaincu que ce système n'empêchera pas la corruption et mènera la refondation du pays, pour laquelle ils ont travaillé pendant des années, à l'échec. Selon lui, la situation du pays ne pourra être rétablie que par un homme fort, qui dans la série est appelé par un mot mongol, Jangtar. Et cet homme fort se devra d'être incorruptible dans le cadre d'une monarchie absolue. Et donc là, spoiler, donc bouchez-vous les oreilles si vous voulez faire l'expérience de la série sans connaître l'histoire. Lee Bangwon finit par mener un coup d'État, assassine ou fait exécuter tous ses opposants, y compris Sambong et y compris 2 de ses frères, à lui, les frères de Lee Bangwon. Devenu roi, il exerce un pouvoir très fort, mais de fait, il conservera une partie de la constitution de Sambong et au cours du temps, le pouvoir effectif passera du roi au ministre. Donc derrière ce résumé, on reconnaît un schéma narratif qui est très populaire depuis une dizaine d'années dans les productions culturelles, y compris en Amérique du Nord et en Europe. C'est l'idée d'expliquer la méchanceté d'un antagoniste par un traumatisme initial et ainsi à créer de l'empathie pour ce personnage. Donc on voit ça dans les préquels actuels de Star Wars ou de différents dessins animés de Disney. Mais toutefois, le cas de notre personnage principal, Lee Bangwon, diffère du modèle habituel car il n'est pas un antagoniste. Et il n'est pas un anti-héros, au moins pendant les 3/4 de la série. Il a tous les attributs du héros traditionnel, toutes les compétences. Et on ne cesse jamais vraiment de souhaiter qu'il l'emporte. Donc, un des thèmes importants de la série est du coup l'hypocrisie de ceux qui critiquent ses actes, alors qu'ils en sont les principaux bénéficiaires. Et c'était une opinion qui était visiblement attestée à l'époque où a vécu le personnage. Par exemple, un épisode très important dans l'histoire et dans la série, c'est le fait que Lee Bangwon ait sauvé Sambong d'une mort certaine et qu'il a été l'artisan qui a permis de mettre son propre père sur le trône en fondant la nouvelle dynastie. Mais après avoir réussi à instaurer quasiment seul la nouvelle dynastie, il est maintenu à l'égard du pouvoir car il est jugé trop sali par le meurtre d'un officiel. Et en fait, quand on assiste à ça en tant que téléspectateur, en fait, on voit un personnage dont les compétences justifient absolument sa participation au gouvernement, dont les compétences en fait ont permis l'avènement d'un nouveau régime, mais qui est maintenu à l'écart du pouvoir. Donc on a tendance à sympathiser avec lui. Mais inversement, la série ne cherche jamais à absoudre le personnage, elle ne cherche jamais à amenuiser les actes cruels dont il jugeait cruels par nous avec notre vision actuelle, dont il s'est rendu coupable. Et même, elle en rajoute, puisqu'elle lui attribue des actes qu'il n'a pas historiquement commis lui-même. Puisque, je vous ai dit que dans son coup d'État, il avait tué 2 de ses frères, les 2 plus jeunes. En fait, ce n'est pas lui qui les a tués historiquement. Vraisemblablement, ils ont été tués soit sous ses ordres directs, soit parce que c'est les gens qui le suivaient savaient que c'était la seule chose à faire pour le faire accéder au pouvoir. Mais dans la série, c'est lui qui tue de sa main un de ses frères. C'est une scène extrêmement marquante. Donc, la série ne cherche pas du tout à dissimuler les actes de cruauté qui sont attribués et ne recule pas devant le fait même d'en rajouter. Donc, on est face à un personnage qui choisit en connaissance de cause de devenir le méchant, de sacrifier sa réputation, sa santé mentale, hein, ça c'est aussi très important dans la série, sa famille pour sauver le peuple. C'est pourquoi, lorsqu'il commet des actes extrêmement violents qui choquent les personnages probes qui l'entourent, ceux-ci continuent à lui conserver leur loyauté, même s'ils finissent par s'éloigner parce qu'ils ne peuvent plus supporter d'être impliqués dans des actes cruels et qu'ils réprouvent moralement. Et en fait, à travers cette présentation que je viens de vous faire du scénario, on voit que l'ambiguïté sur le personnage, c'est pas seulement une esthétique, c'est aussi un discours historiographique.
puisque la série remet en cause l'interprétation historiographique majoritaire en Corée, selon laquelle Lee Bang-won était seulement motivé par le goût du pouvoir et n'avait pas d'autre raison d'éliminer Sambong, vu qu'il a largement repris ses principes gouvernementaux. Donc, l'historiographie traditionnelle, c'est il voulait le pouvoir pour lui-même parce qu'il avait le goût du pouvoir, mais en fait, il a appliqué la constitution du personnage qu'il a assassiné. À l'inverse, elle présente ce personnage assassiné, ce premier ministre responsable de la nouvelle constitution, Sambong, comme un personnage qui, bien que sincère, tout le monde est sincère parmi les personnages principaux, bien que sincère, est impitoyable. Et lui non plus, qui n'hésitait pas à utiliser des pièges pour faire exiler ou torturer ses plus proches alliés dès qu'ils ont commencé à le gêner. Et à travers, du coup, cette construction de la série, ce discours, on retrouve un goût qu'on a actuellement dans les productions culturelles pour ce qu'on appelle le réalisme. Mais en fait, derrière ce mot réalisme, ce qu'il faut voir, c'est pas seulement l'exactitude historique, voire dans certains cas pas du tout l'exactitude historique, mais c'est la volonté de souligner la complexité des situations et des personnages et de ne pas opposer caricaturalement les méchants aux gentils. Et même dans cette série, c'est tout à fait réussi, parce que même les personnages les plus vils et les plus cruels de la série, que vraiment, à un moment, si vous voulez, pour le dire simplement, tout le monde déteste, suscitent à un moment certain de la série une véritable empathie. Parce que le scénario et la manière dont ils sont joués, je vous ai dit que c'était vraiment des acteurs de premier plan, vraiment réussissent à créer à un certain moment de l'empathie pour quasiment tous les personnages. On est, Maureen, dans une série historique et qui dit série historique dit intégration des sources. Donc, comment elles sont mises en avant, justement, ces sources qui, vous l'avez dit, sont souvent des sources traditionnelles, donc anciennes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là une volonté, alors je ne sais pas si c'est de l'État à travers aussi, vous l'avez dit, cette agence gouvernementale qui promeut la culture coréenne à l'échelle, on va dire, régionale, voire mondiale, mais ici, il y a quand même une certaine modernisation à travers ces séries-là, par un média justement très moderne aujourd'hui, les séries, de la culture coréenne. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs stratégies d'intégration des sources assez différenciées et justement qui permettent un peu de mettre au jour une stratégie assez générale. Alors d'abord, il y a le fait que le nom d'événements et de notions historiques clés apparaissent à l'écran. À chaque fois qu'ils sont mentionnés. Par exemple, les séries commencent avec une intrigue qui s'appelle Yeoncheck. C'est un plan de sécurisation de la frontière nord de la Corée et qui est resté dans l'histoire sous ce nom, qui est un acronyme. Et quand il en est question, le nom de ce plan apparaît à l'écran en caractère coréen actuel, mais aussi, puisque je vous ai dit qu'on était avant, historiquement, l'invention de l'alphabet coréen, ils apparaissent dans leur orthographe d'origine, donc en caractère chinois. Et on a toujours les deux orthographes qui sont à l'écran, incrustés en même temps. Le titre lui-même de la série, donc 6 dragons volants, reprend les premiers mots de la première œuvre littéraire en alphabet coréen, justement, donc qui a été produite environ 50 ans après les événements qui sont rapportés dans la série. Et si on traduit le titre en français, cette première œuvre littéraire en alphabet coréen s'appelle Le chant des dragons volant vers le ciel. Donc on voit comment la série le reprend. Historiquement, cette œuvre, elle a été commandée par le roi Sejong, donc celui qui a créé l'alphabet coréen, et elle honore ses glorieux ancêtres, dont 2 des personnages de la série 6 dragons volants, donc Lee Bang-won, et le père de Lee Bang-won, Lee Sung-hye, le général. Et en fait, ce que fait la série, en donnant un chiffre, 6 dragons volants, c'est qu'elle substitue aux 4 autres dragons de l'œuvre historique 4 autres personnages. Dans la version romancée des événements, les fondateurs du nouveau régime ne se limitent pas à la famille Yi, car ses membres ont été aidés notamment par des gens du peuple, 2 guerriers et une jeune fille, qui ont tout perdu à cause de la cupidité et de la corruption des puissants, ce qui explique qu'ils aient voulu participer à la fondation du nouveau régime. Donc, là où on avait dans la source historique officielle l'exaltation de membres de la famille royale et de leurs ancêtres, dans la transposition fictionnelle, on a le remplacement d'une partie, si vous voulez, des héros du nouveau régime par des héros populaires qui viennent corriger, si vous voulez, le biais des sources officielles, puisque les sources officielles historiques sur lesquelles on s'appuie pour connaître l'histoire de la Corée à cette époque, et notamment celle du changement de régime, ce sont essentiellement des sources produites par la cour,
donc dans lesquels le peuple, qui constitue la majorité de la population, n'apparaît quasiment pas. Et derrière cette transposition et ce changement de perspective, cette substitution à l'intérieur de la source historique, on repère l'intérêt actuel pour le rôle joué par le peuple dans les événements historiques. D'une autre manière, on a une autre forme de modernisation des sources historiques, là aussi sur la base d'une source officielle produite par la cour, puisque la principale source sur la période, c'est les Annales des rois de Joseon, dont des phrases entières sont intégrées dans des dialogues de la série. Et c'est intéressant parce que ces annales étaient composées par les historiographes officiels de la cour, qui étaient toujours en présence du roi et devaient consigner toutes ses paroles et tous ses actes. Et donc, comme la série se passe en partie dans la cour, une fois notamment que le nouveau régime est fondé et que les personnages principaux deviennent princes puis rois, eh bien, on voit à l'écran ces historiographes et on voit qu'ils sont exhortés à l'impartialité. On dit qu'ils ne doivent pas se laisser influencer par le roi qui pourrait ne pas vouloir que certains de ses actes, certaines de ses paroles soient consignées. Ils sont censés tout faire passer dans les annales. Et d'ailleurs, dans la Constitution, le roi n'avait pas le droit de regarder les annales. Elles étaient écrites en sa présence, mais il n'avait pas le droit de voir leur compilation et de les lire, donc a posteriori. Néanmoins, la série, tout en montrant le rôle, tout en mettant à l'écran ces historiographes et en montrant comment ils étaient exhortés à l'impartialité, elle met également en scène la manière dont ils ont réellement été compilés et la manière dont ils posent des difficultés d'interprétation parce qu'ils restent des documents officiels destinés à diffuser l'idéologie du pouvoir. Par exemple, il y a une scène très intéressante puisque à un moment dans la série, est mis en scène le coup d'État de Lee Bang-won. Et ce qui est tout à fait intéressant et juste historiquement, c'est que les annales qui rapportent ce coup d'État ont été compilées historiquement par l'organisateur du coup d'État lui-même, Ari-eun. Et donc la série montre une scène où le futur roi dit à Ari-eun, voilà comment on va raconter dans les annales la mort de Sambong, voilà comment elle doit être décrite dans l'histoire officielle. Et il donne ses ordres sur la manière dont l'histoire doit être racontée avant que l'événement ait eu lieu. Il dit il faudra qu'on dise dans les annales, en gros, qu'il a fui et qu'il a imploré ma pitié. Et puis, dans la série, on voit que ce n'est pas ce qui s'est passé dans la réalité, puisque Sambong n'a pas fui, il ne s'est pas défilé, il savait qu'il allait mourir et il a affronté la mort. Et on voit le roi changer d'avis et modifier le récit, et dire à Ari-eun, finalement, on va laisser de côté le fait qu'il aurait fui et qu'il aurait imploré ma pitié. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les annales officielles de l'histoire de la Corée, les annales des rois des Joseon, telles qu'elles existent actuellement et telles qu'elles sont consultables, y compris par nous, puisque elles sont disponibles en anglais, si on peut lire l'anglais, les deux versions contradictoires de la mort de Sambong, celle qui avait été ordonnée dans la série par le roi et celle qu'il a corrigée après, se trouvent dans les annales concurremment. Donc, il y a dans le même source historique deux versions complètement inverses du même événement historique. Et en mettant cela en scène, on voit que les scénaristes ont voulu montrer que l'histoire ne se réduit pas au récit formalisé des événements, comme on voit bien en France actuellement que certains ont l'air de le croire, mais que cela repose, faire de l'histoire, sur le repérage et l'explication des contradictions qui émaillent les sources. Et comme les sources digitalisées sont devenues facilement consultables, comme on l'a dit au début, par le téléspectateur, c'est très facile, une fois que vous avez assisté à l'épisode en question de la série, si vous êtes un téléspectateur coréen, d'ouvrir votre ordinateur, d'aller sur la base de données qui compile les annales des rois de Joseon et de voir que dans les annales, vous avez bien deux récits contradictoires du même événement historique. Donc on voit un rapport, une volonté de dialogue continu entre les sources historiques et leur transposition, leur utilisation à l'écran. Il y a d'autres stratégies sur la représentation de l'histoire. Par exemple, on l'a déjà un peu dit quand je vous ai dit que la série fait faire à Lee Bang-won un acte qu'il n'a historiquement vraisemblablement pas commis lui-même. La série ne s'interdit pas de modifier légèrement les événements. Par exemple, la série s'ouvre sur la découverte d'une manipulation de l'histoire. C'est ce qui se passe en premier dans la série. La première intrigue, puisqu'on découvre que le général Lee Song-hye, donc le père du protagoniste, dont je vous ai dit qu'il jouissait d'une grande réputation de probité morale,
s'est en fait rendu coupable de trahison et du meurtre de son frère d'armes. Ça, c'est ce que nous dit la série. Donc, c'est un grand choc pour le personnage principal qui est encore enfant et qui découvre que son père, qui pour lui était un pilier de la certitude morale dans sa vie, a en fait trahi son frère d'armes. Et historiquement, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune trace historique de la part du général Lee Sung-hye de trahison de ses proches. Il a bien changé de camp, comme beaucoup de nobles coréens à l'époque. Il est passé du camp pro-mongol au camp anti-mongol, mais il n'y a pas de trace qu'il aurait trahi un de ses proches. Et là, on a l'insertion d'un élément fictif qui est destiné à montrer que ce qui est longtemps tenu comme une vérité historique peut en réalité reposer sur un mensonge. Et puis, vous avez aussi des allusions aux découvertes historiques, puisque dans la série, la tombe de Sambong apparaît à l'écran, c'est un tumulus funéraire, et ça fait référence au fait que très longtemps, pendant 5 siècles, on n'a pas su où se trouvait en Corée la tombe de Sambong, mais un tumulus funéraire a été découvert en 1989, dont on a longtemps pensé qu'il pouvait être sa tombe. En fait, on n'est pas désormais, c'est remis en question, mais en tout cas, il y a l'idée de faire apparaître dans la série les plus récents événements en lien avec ce passé historique. Maureen, on est dans une série qui est une série historique, mais une série de fiction, on l'a bien compris depuis le début de l'émission, et j'aurais pour terminer une question à vous poser parce que c'est inhérent véritablement à ces séries de fiction, et vu comme elles sont présentées ici, c'est le cas vraiment de Six Dragons Volants d'ailleurs, il y a un certain risque, en tout cas celui d'avoir peut-être une vision un peu complotiste de l'histoire qui se soit mise en avant chez les téléspectateurs, parce que souvent pour des souci de narration, en tout cas, on voit bien que les héros sont aux prises avec des forces profondes, et ces forces profondes-là, ou des sociétés secrètes par exemple, on peut leur penser qu'elles ont eu une vraie existence dans l'histoire, ce qui n'est pas forcément le cas, Maureen. Tout à fait. Alors, en effet, je vous ai dit au début que les 3 séries historiques faites par ce duo de scénaristes partageaient le même monde fictionnel. Alors jusque-là, vous pouvez vous demander pourquoi. Je vous ai dit qu'entre Six Dragons Volants et sa préquelle, il y a des personnages fictionnels qui réapparaissent. Mais le monde intègre aussi la première série qui se passe plusieurs siècles avant. Et si elles font partie du même monde fictionnel, c'est parce que les 3 reposent sur l'idée que les événements sont en réalité décidés par des forces profondes, comme vous l'avez dit, des sociétés secrètes, ce qui relève là absolument de la fiction. Et dans chacune des séries, il y a des sociétés secrètes qui jouent un rôle majeur dans les événements. Dans Six Dragons Volants, c'est une société secrète qui s'appelle Mumyang, ce qui veut dire sans nom, qui, d'après la série, est une société vieille de 600 ans, qui aurait été établie à l'époque de la première des 3 séries, donc au 7e siècle. Et cette société secrète affirme au personnage principal qu'elle œuvre depuis 600 ans dans les coulisses pour la stabilité de la Corée. Et elle intervient directement dans les événements, organisant les exils, les fuites, les retours en grâce, assassinant des ministres. Donc c'est un acteur vraiment très important, puisque à intervalles fréquents dans la série, il apparaissent des événements qui sont présentés comme inexpliqués dans un premier temps. Des gens qui arrivent à s'échapper, ils ne savent pas qui leur a permis de s'échapper, etc., et qui donc ont une influence majeure sur les événements, et on apprend au fur et à mesure que les épisodes défilent que c'est l'œuvre de cette société secrète qui a des moyens quasiment illimités. Donc l'histoire est présentée comme intégralement mue par des ressorts cachés. Les protagonistes de Six Dragons Volants, eux-mêmes, sont censés avoir travaillé dans l'ombre pendant plusieurs années, voire depuis leur enfance pour certains, pour faire advenir la nouvelle dynastie qui est qualifiée de leur grande œuvre dans la série. Une fois devenu Premier ministre, Sambong, l'artisan de la nouvelle constitution, de la refondation de la Corée, lui-même crée une autre société secrète qui s'appelle Milbon, la racine cachée, et qui est censée être dédiée au bien-être du peuple. Alors, en fait, ce ne sera pas le cas. La série n'est pas du tout nécessairement complaisante à l'égard de ces sociétés secrètes. Plutôt, elle les décrit comme des forces assez déstabilisatrices. Mais le fait qu'il y ait ces sociétés secrètes, ça crée évidemment un puissant ressort narratif, puisque ça crée de super antagonistes qui disposent de ressources quasi infinies, donc des super boss si vous voulez, et surtout ça donne de la cohérence à l'intrigue.
Et c'est là qu'on voit, qu'on a dans la série, à travers ces sociétés secrètes, qu'on perçoit le mieux la tension insoluble entre récit et histoire en tant que discipline. Puisque pour une œuvre de fiction, comme une série historique, c'est la cohérence qui fait la qualité du récit, évidemment, puisque je vous ai dit déjà moi-même en introduction que ce qui faisait, à mon sens, la qualité de ces séries, c'est le fait qu'elles soient extrêmement cohérentes et qu'elles ne changent pas de direction. Ce qui est, quand on est un téléspectateur, quelque chose qu'on perçoit comme une qualité, comme quelque chose d'agréable et qui contribue à nous faire apprécier l'œuvre de fiction. Mais et du coup, on va peut-être finir là-dessus parce que c'est un problème qui est bien plus vaste, justement, que la question des sociétés secrètes dans les séries ou que la question des séries coréennes en général. C'est que l'histoire en tant que discipline historique est par nature fragmentaire. L'histoire, c'est le contraire du récit. L'histoire, c'est pointer ce qu'on ne sait pas, ce qui ne va pas ensemble, ce qui est incohérent. Et c'est essayer de produire des hypothèses pour rétablir les causes et les conséquences, mais on n'obtiendra jamais un récit lisse et un récit univoque. Sinon, ce n'est pas de l'histoire, c'est de la fiction. Et donc, justement, il m'a semblé que le cas des séries coréennes et le cas de Six Dragons Volants, de manière plus particulière, étaient tout à fait représentatifs de cette tension, puisque en termes de fiction, d'œuvre culturelle, c'est une œuvre de grande qualité qui a été, en tout cas, en dehors de mon propre jugement, perçue et évaluée par le public et la critique comme une œuvre de grande qualité, qui est tout à fait agréable pour les gens qui aiment l'histoire à travers les séries et qui aiment les séries historiques, mais qui, de par sa qualité elle-même, pointe bien l'écart entre l'histoire comme science et sa mise en récit dans une œuvre de fiction. Maureen, Nathalie, merci pour cette présentation de Six Dragons Volants et à travers cette série-là, justement, des séries historiques coréennes. Alors, pour celles et ceux qui voudraient, comme vous venez de conclure, se faire un point de vue ou en tout cas connaître cette série, la découvrir, vous avez mis dans la bibliographie, d'ailleurs qui est très précise, indicative, les liens pour aller voir cette série sous-titrée en anglais ou dans d'autres langues de façon bénévole, d'ailleurs, chez certains. Voilà, on peut les retrouver sur notre site histoireensérie.com dans la bibliographie à la page de l'émission donc de Six Dragons Volants. On retrouve comme toujours le résumé de l'émission chez notre partenaire nonfiction.fr. Vous avez tous les résumés des émissions depuis le début. Et puis, si vous voulez nous écouter, bien sûr, vous nous retrouvez sur toutes les grandes plateformes de podcast, sur YouTube et sur Spotify. N'hésitez pas d'ailleurs aussi, quand vous pouvez, notamment sur iTunes, à nous laisser un avis, c'est toujours très intéressant pour nous et c'est important pour nous permettre de continuer à progresser et à travailler là-dessus. Et si vous voulez suivre notre actualité, suivez-nous aussi sur Twitter @HistoireSérie ainsi que sur le groupe Facebook désormais donc de Histoire en série où vous pourrez échanger avec nous et discuter sur justement le point de vue sur les séries et pourquoi pas nous proposer aussi, comme ça a déjà été le cas, des intervenants ou des prochaines émissions. Maureen, vraiment merci beaucoup pour cette évocation de séries d'Asie du Sud-Est, de séries coréennes. On espère vous retrouver bientôt. Alors peut-être qu'on voyagera d'ici là. On est passé des États-Unis avec des vampires à des séries historiques coréennes. Peut-être on voyagera à notre coin du monde dans une troisième épisode. À bientôt Maureen, merci. Merci beaucoup, au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @HistoireEnSérie pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel artistically, such a beautiful blood.